L'histoire de l'agriculture francilienne, c'est depuis longtemps l'histoire d'une relation dévorante entre la campagne qui nourrit la ville et la ville qui se développe en consommant des terres agricoles. C'est la présence de sols riches et profonds, d'une eau accessible et abondante, d'agriculteurs techniciens et performants qui ont permis de nourrir Paris et d'en faire très tôt la capitale d'un royaume, devenue aujourd'hui une des plus grosses métropoles européennes. Une ville-monde qui entretient depuis toujours une relation étroite avec l'agriculture qui l'environne. L'innovation agricole et agronomique en Île-de-France, ça remonte presque à la nuit des temps. On pourrait remonter au moins jusqu'aux Romains, puisque un des problèmes des Romains, c'était l'approvisionnement en blé, on le sait. Alors d'abord en Orient, mais après ça s'est reporté aussi en Occident. Et ils ont très vite identifié que l'Île-de-France, c'était très intéressant pour la production de blé. Sur les plateaux, là où les terres sont les meilleures, on a plutôt des exploitations céréalières, effectivement. Sur les parties les plus accidentées ou de moins bonne qualité, là plutôt de l'élevage. Et puis au milieu de tout ça, des poches d'agriculture spécialisée en horticulture, maraîchage et arboriculture. Et pendant des siècles, les productions alimentaires franciliennes, une grande partie en tout cas, ont été vendues ici, avec dans les halles la vente des produits frais. Et ici, dans la halle au blé, construite en 1763, c'était vraiment le centre névralgique de vente des céréales ici en région parisienne. Dire par exemple que l'Île-de-France a longtemps été le premier vignoble français, puisque le vin était la boisson la plus consommée. Pourquoi ? Parce que l'eau était croupie. Donc l'eau était quasiment systématiquement coupée par du vin. Effectivement, le vignoble francilien a été le premier joyau viticole français et même mondial, puisqu'on comptait en 1842, ça ce sont les historiens qui le disent, on comptait jusqu'à 52 000 hectares en Île-de-France. On a la volonté, sur ces coteaux, de renouer avec l'histoire et de se réapproprier ces marnes supragypseuses qui composent nos sols et qui font que la vigne est compatible pour s'engager sur une volonté de faire des bons vins. Dans la région capitale, presque 1 hectare sur 2 est agricole. C'est le paradoxe francilien. La région qui a le plus consommé de terres agricoles est devenue peut-être celle qui les protège le mieux. Mis à part un des premiers documents qui date de 1965, qui lui prévoyait encore des très grandes urbanisations, c'est-à-dire que l'agriculture c'était une page blanche sur laquelle on écrivait la ville, les documents qui ont suivi depuis 1976 n'ont cessé de réduire les enveloppes d'extension urbaine. Donc là, il y a vraiment une bascule complète en termes d'aménagement. On a aujourd'hui des documents d'urbanisme qui sont beaucoup plus restrictifs et prescriptifs. Le premier document, c'est le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est en cours d'acceptation et qui montre bien cet engagement des élus pour protéger le foncier agricole et naturel. Une commission a été mise en place, la CDPENAF, où un ensemble d'organisations professionnelles agricoles participent, et même des élus, des personnes de la société civile, qui aujourd'hui valident les documents d'urbanisme des communes. Cette CDPENAF a permis de sensibiliser les élus, sensibiliser surtout les bureaux d'études sur cette protection du foncier. On est quand même une activité sur laquelle on est plutôt sur des cycles longs. Et donc, la pérennité en fait, de l'outil agricole est une nécessité. On a vraiment besoin de pouvoir se projeter. Donc, les documents d'urbanisme sont très importants et le SDRIFE en premier lieu, puisqu'on sait qu'il a normalement une durée de vie d'une dizaine d'années et souvent, il a été même prolongé au-delà des 10 ans. Donc, ce qui donne une perspective en tout cas. Le schéma directeur régional de l'Île-de-France devient aujourd'hui le SDRIF-E. E pour souligner sa dimension environnementale. On a choisi d'avoir une région qui marche sur 2 jambes, la jambe du développement économique et social d'un côté, mais la jambe de la défense de l'environnement. La défense de l'environnement, c'est le zéro artificialisation nette, le ZAN, le zéro émission nette, c'est-à-dire la décarbonation de notre économie, et puis une économie beaucoup plus circulaire. Ce schéma directeur de la région Île-de-France, il fait que cette région, qui est une région essentiellement rurale, plus de 75% de l'espace francilien est aujourd'hui agricole, naturel ou forestier. Eh bien, en 2050, nous aurons toujours plus de 75% de l'espace francilien qui sera classé en ENAF. Et là où nous avons sanctuarisé des terres, c'est là où il y a des poussées urbaines. C'est-à-dire c'est sur des limites de zones urbanisées, là où on voit bien que les terres sont mangées par l'expansion de la ville.
Je me souviens, il y a 20 ans, il y a 25 ans, quand la Francilienne s'est faite, on s'est dit ça sera la ceinture verte. Bon, en fait, de ceinture verte, elle a rapidement été franchie. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que l'agriculture autour de tout ça? C'était un espace qui n'était pas protégé, où sont venus se greffer des zones artisanales, des usines industrielles, des zones pavillonnaires, un petit peu ce qu'on appelle le mitage. 20 ans, 25 ans plus tard, le mitage, ça fait quoi? C'est qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à faire de l'agriculture, parce que ça ne ressemble plus à rien. Là, on a des vrais problèmes de voisinage, des vrais problèmes de circulation. Et des problèmes d'accès aux parcelles. D'accès aux parcelles, de drainage coupé, etc. Et là, effectivement, on finit par dire, non, là, c'est vraiment plus possible. Donc oui, ce maintien, j'allais dire, d'une protection du territoire permet aussi de pérenniser l'activité agricole derrière. Le mitage est un fléau. C'est le grignotage progressif des espaces agricoles, forestiers et naturels. Construction sans permis, dépôts sauvages, stationnement illégal de caravanes et coupe de bois non autorisée. Sur les bords de l'Yerres, historiquement, il y avait des vignes. Ces vignes ont été en friche après le phylloxéra. Et dans les années, on va dire 70, quelques parcelles ont été occupées par des gens qui venaient passer les week-ends. Ça s'est très bien passé. Et après, dans les années, on va dire 75-80, on a vu arriver une population de gens du voyage qui s'installaient, qui ont réussi à faire des acquisitions. Alors, les difficultés qu'on rencontre, c'est dans un premier temps déboisement, ensuite construction illicite, tout en débordant un petit peu sur tout le parcellaire à côté qui est assez découpé et qui appartient à d'autres propriétaires. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on bétonne un terrain et puis au fur et à mesure, on s'étale sur les autres. Problème d'urbanisme aussi par rapport aux gens du village qui ne comprennent pas pourquoi on les oblige à des déclarations préalables à chaque fois qu'ils vont changer un Velux, qu'ils vont changer un portail, alors qu'ils s'aperçoivent tous les jours qu'une construction peut être faite un week-end, quoi, et que cette construction, elle perdure, malgré le fait que la mairie essaye de leur expliquer que oui, mais on a fait une infraction au code d'urbanisme, et il faut toute une procédure qui dure 2, 3, 4 ans, et bon voilà, c'est la difficulté. Moi, j'ai passé une convention avec la SAFER. Je pense que la SAFER s'était rendu compte qu'on était désarmés. Et donc, on a pu passer cette convention et dire, voilà, est-ce qu'il y a une possibilité d'intervenir sur des terrains qui sont autres que les terrains purement agricoles traditionnels, ce qui, nous, communes, collectivités, nous aidait grandement, quoi. Le terme, d'ailleurs, de cette convention, c'est une veille. Donc, à chaque fois qu'un notaire interroge la SAFER par rapport à une parcelle, nous, automatiquement, on est prévenu par la SAFER. Honnêtement, on ne pourrait pas s'en passer. Eh bien, nous regardons la SAFER comme un acteur essentiel. C'est vrai que depuis 25 ans, l'État essaye de soutenir la SAFER pour qu'elle puisse mieux réaliser son travail, éviter le mitage. Aujourd'hui, on a plus de 800 communes qui sont engagées dans ce travail. On a 250 à 300 interventions chaque année. C'est un travail de long terme qui permet d'intervenir systématiquement en préemption dès lors que l'on peut déceler que le projet envisagé peut artificialiser, dès lors que le prix de vente ne correspond pas aux références foncières, bien évidemment. Ce que nous souhaitons, en partenariat avec la SAFER, c'est éviter le mitage des espaces agricoles et naturels périurbains, et ainsi permettre aux agriculteurs de poursuivre leur investissement dans le foncier et en maintenant des prix qui soient en cohérence avec le prix agricole. Je pense qu'il est important aussi que la SAFER puisse aller plus loin et qu'on puisse, au travers du législateur, éviter de contourner ces achats de terrain par les gens du voyage au travers de ces baux amphithéotiques qui sont voilà, une mauvaise façon d'acquérir du foncier. Les différents chantiers de l'agglomération parisienne produisent beaucoup de matériaux inertes qu'il faut bien stocker quelque part.
Les terres agricoles ont longtemps été considérées comme des exutoires illimités de ces matériaux qui proviennent des grands chantiers. Par exemple, celui du nouveau réseau de transport, le Grand Paris Express. Bien sûr, on a cet objectif de zéro artificialisation nette, mais on doit arriver à préserver les terres agricoles le mieux possible. Et la SAFER, dans ce cadre-là, nous aide lorsqu'on a besoin d'utiliser certaines de ces terres, certaines des terres, par exemple, pour ces déblais, à le faire le mieux possible. Alors vous êtes sur le site ici du réaménagement du Sampin, pour lequel la SAFER est maître d'ouvrage et propriétaire de ce projet de réaménagement de cette ancienne carrière de gypse qui a été fortement dégradée. Alors notre premier partenaire, ça a été bien évidemment notre opérateur ECT, avec qui nous avons travaillé sur ce projet et on a acheminé notamment des matériaux inertes provenant du Grand Paris Express qui est à 700 mètres de là. Et donc c'est grâce à l'apport des matériaux inertes qu'on a pu sécuriser en fait le site de façon à ce qu'il puisse être réouvert au public par la suite. Les terres agricoles ont donc cessé d'être l'inépuisable réservoir de l'expansion urbaine. L'aménagement et le développement sont désormais pensés différemment. Place à la sobriété foncière. Alors, depuis notre création, effectivement, on utilise un gisement foncier qui a fortement évolué. Pour vous donner un exemple, avec la politique de ZAN qui était en œuvre effectivement en Île-de-France bien avant que la loi ne le prévoie, on a très vite arrêté d'acheter les terres agricoles, même si on le faisait en partenariat avec la SAFER. Aujourd'hui, dans notre stock foncier, les terrains naturels, agricoles, forestiers ne représentent que 3%. La sobriété foncière, elle est quand même bien établie en Île-de-France. La consommation d'espace par les logements, elle reste quand même assez limitée. Mais par contre, si on raccroche à cette consommation d'espace pour le logement tous les équipements, tous les services qui sont nécessaires pour que ces logements fonctionnent et que les gens trouvent tout ce dont ils ont besoin, là, on va augmenter la consommation d'espace. Je pense que côté des discours des élus, les élus aujourd'hui sont très sensibles, en tout cas, à la diminution de la consommation agricole, des espaces agricoles dans le discours, mais dans la réalité, dès qu'après il y a des projets, des opportunités de développement économique ou de logement, c'est extrêmement compliqué. D'un côté, on a un législateur qui prône la sobriété au travers d'une loi biodiversité par rapport à la consommation des espaces agricoles. Et par contre, on a aussi d'autres lois, notamment la loi SRU, qui prône en fait beaucoup de constructibilité pour la mixité sociale et puis les logements sociaux dans le même sens. Et donc, on a des préfets qui sont un peu schizophrènes dans la manière d'agir puisqu'ils ont à respecter deux lois qui sont complètement ambivalentes. Le développement des énergies renouvelables impacte lui aussi les terres. Comment l'Île-de-France peut-elle trouver aujourd'hui le juste équilibre ? Je dirais qu'il y a des énergies qui sont plus renouvelables que d'autres. En Île-de-France, l'énergie la plus renouvelable, sans hésitation, c'est la géothermie, qu'elle soit profonde ou superficielle, où il y a des énormes gisements, et c'est vraiment ce qui doit être développé en priorité. Après, vous avez la méthanisation qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui consomme, elle, davantage de foncier, mais la méthanisation agricole va vite trouver ses limites dans une région de grande culture, et après, il y a le solaire. En Île-de-France, on a un potentiel sur les toits qui est considérable. Alors, c'est plus compliqué que de faire des fermes solaires au sol, mais le potentiel est là. L'Île-de-France, c'est des terres de limon des plateaux, parmi les plus riches de France. Je rappelle que le limon des plateaux, c'est un matériau fossile qui est issu du rabotage de roches par les glaciers, au moment des périodes glaciaires. C'est un trésor, c'est pas renouvelable à l'échelle humaine, et voire même à l'échelle géologique. Toucher à ça, pour moi, c'est un crime. Depuis 2016, la compensation environnementale est devenue obligatoire. Toute perte de biodiversité, toute destruction de zones humides doivent faire l'objet de mesures compensatoires, avec le risque évident d'un impact direct sur le foncier agricole. C'est ce qui a conduit la SAFER à s'impliquer dans ce domaine, en s'associant au cabinet d'expertise environnementale Biotop pour créer la société Archipel, qu'on rejoint à la FN SAFER, puis la SAFER de Normandie. L'outil cahier des charges SAFER, en 2016, était le seul outil en France qui permettait
d'avoir une application de la loi de 2016 de protection de la nature et de reconquête de la biodiversité. Ça a été une évidence que de créer une entreprise et de travailler en synergie entre ingénierie foncière et ingénierie écologique. La priorité des terres agricoles, c'est produire pour nourrir les gens. Et aujourd'hui, on voit que l'agriculture a une double peine. C'est-à-dire qu'on va urbaniser sur des terrains et en même temps, on va lui demander de compenser au niveau environnemental sur des terrains agricoles, donc diminuer la production pour nourrir. Nous travaillons sur des méthodes de compensation fonctionnelle. Vous détruisez 1 hectare de prairie, support donc de vie à plusieurs espèces d'oiseaux. L'idée n'est pas de compenser avec 10 hectares de prairie. L'idée est de s'extraire un peu de cette approche surfacique et de dire si on a 1 hectare de milieu qu'on va restaurer et qu'on va sur cet hectare générer une culture et un mode de gestion qui va être favorable à cette espèce, 1 hectare peut suffire. Et dans notre schéma, le maître d'ouvrage, lui, va être un facilitateur économique et va indemniser, dédommager l'agriculteur par rapport au mode de gestion ou aux modifications des pratiques culturelles que nous allons mettre en œuvre dans le cadre de la compensation écologique. Alors avec la SAFER, on a engagé une opération expérimentale pour nous à l'EPEF, puisqu'aujourd'hui la renaturation n'est pas dans les objectifs que nous ont assignés nos mandants. Pour nous, c'était un test important, sur un site important d'ailleurs, qui fait 7 hectares. Ça nous permettra de déterminer dans quelles conditions on pourra développer ce type d'intervention et aussi trouver le modèle économique et de compensation qui interviendra derrière. La renaturation, c'est aussi la volonté des élus de préserver la qualité de vie dans leur commune, comme sur ce terrain des bords de Seine, à 2 pas de la maison de Zola, dans laquelle l'écrivain a vécu. Un terrain très convoité, 2400 m² en bord de Seine, et il était recouvert aux 2/3 de béton, soit par des ruines, soit par carrément des dalles béton. Ce terrain était l'objet de beaucoup de convoitises par des monteurs de projets pas très passionnants, voire complètement excentriques. Et il y a eu une vente sur laquelle la SAFER a pu intervenir. Et on s'est engagé vis-à-vis de la SAFER à refaire un terrain, une zone naturelle. On a fait un reméandrage du rue qui bordait la parcelle. Et ce reméandrage de rue va permettre à une faune et à une flore locale de se développer sur ces 2400 m² de terrain. Et c'est là que la SAFER joue tout son rôle, parce qu'aujourd'hui, je dirais que les maires ou même la communauté de communes, nous avons l'habitude de travailler avec des industriels, nous avons l'habitude de travailler avec des gens du commerce, mais travailler avec le monde agricole, avec le monde de la terre, j'avoue qu'on n'a pas toujours les codes. Et aujourd'hui, la SAFER est à nos côtés pour préempter, faire un travail de fond auprès des acquéreurs avec une véritable fibre sur tout l'aspect nature, renaturation. L'Île-de-France est aussi forestière. Près du quart de son territoire est recouvert de bois et de forêts. Tous les jours, des propriétaires se battent pour la sauvegarde de ce poumon vert que le morcellement et la situation périurbaine exposent à des risques de dégradation. La forêt francilienne est extrêmement morcelée. 85% des propriétaires ont moins d'1 hectare. C'est des parcelles parfois de 2 arts, 3 arts, 5 arts, 10 arts. Et c'est extrêmement compliqué à gérer, à exploiter. Je vois souvent des propriétaires forestiers qui ont à vendre une parcelle et qui en fait c'est leur bien de famille depuis 3 générations ou 4 générations. Et ce bien ne vaut que quelques centaines d'euros, alors qu'ils espèrent en tirer plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je pense que la SAFER a un rôle de maîtrise du coût du foncier, parce qu'on ne peut pas avoir de projet sylvicole quand on a des niveaux de vente, des niveaux de prix de vente aussi élevés. Et puis la SAFER a des outils pour connaître les propriétaires, pour évaluer les possibilités de restructuration, pour justement voir comment on pourrait créer des surfaces de 2 à 4 hectares facilement, en regroupant des propriétaires forestiers et en les mettant autour d'une table ou en leur faisant des propositions d'achat-vente. Je pense que la SAFER dispose de ces outils qu'un propriétaire ne peut pas avoir. La région est aujourd'hui confrontée à un enjeu de taille. Comment encourager l'installation d'une nouvelle génération d'agriculteurs ? C'est une urgence.
une nécessité absolue pour l'avenir de l'agriculture francilienne. Sur les plateaux, de toute façon, ce sont des terres à blé, qu'on le veuille ou non. Et si on veut préserver l'environnement, c'est la bonne culture, parce que si on met autre chose, il faut des intrants autres, il faut irriguer, il faut d'autres moyens de production qui ne vont pas forcément dans le sens de protection de l'environnement. Et puis par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'exploitations de grandes cultures qui font de la diversification. Puisque je crois qu'on avait vu au travers du recensement qu'à peu près un tiers des exploitations de grandes cultures faisaient quand même de la diversification. On a quand même une part de vente à la ferme ou de vente directe qui est très supérieure à la moyenne française. Alors qu'on a une agriculture de grande culture. On ne livre pas des sacs de blé, par exemple, à des citadins à la ferme. Quand je me suis installée en 2008, les cours des céréales, en 2006, les cours des céréales ont explosé. 2008, c'était pas la même. Les cours des céréales étaient quand même moindres. Donc, je me suis dit, ça va être difficile économiquement de se lisser un revenu avec les céréales. On est sur un marché mondial, ça me semble litigieux. Donc j'ai commencé à vendre des légumes sur une table de jardin avec une caisse que je laissais. Les gens mettaient leurs sous. Il y avait une petite balance, ils mettaient leurs sous. Puis bon. Pour les céréales, je privilégie le moulin de Corbeil-Essonnes pour faire de la farine et qui alimente les boulangeries de la région parisienne. Donc ça me tient à cœur. Après, tout le maraîchage, c'est vendu en direct. Sur la ferme, les gens sont heureux, les citadins sont heureux d'avoir ce plateau agricole, ont cette sensibilité, cet attachement. Et ça, on le ressent, hein. Quand on ouvre sa ferme au public, eh ben, on ressent que ces gens-là sont là pour encore la vue qu'ils peuvent avoir de leur balcon ou quand ils sortent de leur garage, ils sont encore contents, en tout cas, de voir du paysage. Ce paysage, c'est pas que de l'herbe, c'est pas que du colza en fleurs. Et la vente directe qu'on entretient depuis qu'on est ensemble, et ça y contribue à leur expliquer aussi les passages. Pourquoi on sort, pourquoi on est là, pourquoi l'engin est gros, pourquoi il y a une voiture devant, une voiture derrière, etc. Aujourd'hui, l'agriculture évolue. Les projets d'installation sont principalement liés à des diversifications. L'agriculteur a besoin de rechercher de la plus-value et on le voit depuis une dizaine d'années en Île-de-France, même un céréalier cherche à se diversifier. Aujourd'hui, la SAFER, elle est là quand même pour nous protéger, les agriculteurs. Installer des vrais agriculteurs, favoriser l'installation des jeunes agriculteurs aussi. S'il n'y avait pas de SAFER, ça se passerait comment ? Une des réponses de la SAFER est de permettre à ces jeunes qui veulent s'installer de leur trouver des bailleurs privés pour acheter le foncier et pour le coup ne pas avoir cette charge du foncier pour l'installation. Alors soit des bailleurs privés, soit utiliser les fonds de portage qui existent aujourd'hui, mis en place par la région Île-de-France, et un fonds de portage qu'on essaye de développer au niveau national, qui est le fonds Élan, qui permet justement d'enlever ce poids du foncier aux jeunes qui s'installent. On a toujours ce problème d'accès au foncier, c'est que le jeune il s'installe, il va déjà racheter sa structure, il faut qu'il ait les investissements à faire pour avoir les moyens de produire. Et à côté de ça, il n'a pas forcément les moyens pour acheter son foncier. Il peut le louer, mais pas forcément l'acheter tout de suite. Donc on entend de plus en plus de structures qui se portent acquéreurs pour des jeunes. La SAFER le fait dans ce sens-là, et ça, je trouve ça très bien que ce fonds de portage existe. Je pense que ça va être amené à se développer. Depuis le 1er janvier 2023, nous avons innové puisque nous avons mis en place un nouveau dispositif cédant-repreneur qui va permettre, je l'espère, d'accompagner ces départs à la retraite importants de nos agriculteurs. Et donc, au travers de ce dispositif cédant-repreneur à hauteur de 30 000 €, l'objectif, c'est qu'un agriculteur qui est en âge de partir à la retraite puisse céder son exploitation à un jeune et puisse l'accompagner pendant 2 à 5 ans, de façon à ce que ce jeune il soit en capacité de poursuivre son exploitation dans l'avenir. Le deuxième dispositif, c'est d'accompagner nos jeunes qui veulent s'installer. Nous pouvons accompagner les jeunes agriculteurs à hauteur de 82 000 € dans cette installation. Et le troisième dispositif,
On le sait, en Île-de-France, le foncier est très cher. Et donc, pour permettre l'installation de nouveaux agriculteurs, il faut qu'on puisse les accompagner sur le foncier. Et donc, la région a signé un partenariat à hauteur de 4 millions d'euros avec la SAFER pour faire du stockage foncier, pour permettre l'installation d'agriculteurs en Île-de-France. La première mission que doit poursuivre la SAFER, aider à des installations d'agriculteurs. Une trentaine en 2022, une trentaine en 2023. Il faut continuer parce qu'on sait que, encore une fois, on a perdu 600 exploitations dans une dizaine d'années. On sait que l'âge moyen des exploitants est élevé. Et donc là, on a un enjeu fondamental en Île-de-France, comme dans le reste du pays. Donc, s'il y a une mission sur laquelle il faut être très attentif, c'est bien celle-là, aider à l'implantation de jeunes agriculteurs de notre région pour poursuivre la tâche de leurs prédécesseurs. Les deux choses qui m'ont surtout attiré sur cette exploitation, donc c'est premièrement le parcellaire, puisqu'ici il faut savoir que j'ai l'entièreté de mes parcelles autour de l'exploitation, donc en un seul bloc. Contrairement chez mes parents dans le nord où on est divisé en beaucoup de parcelles et étalé sur beaucoup de kilomètres. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'attirait. Et de plus, le fait de me rapprocher d'une région urbaine, ça peut être un réel avantage pour plus tard, pourquoi pas, commercialiser des produits, que ce soit des légumes, des produits directement de la ferme, etc. Nos 10 premières années, on a eu une ampleur très locale. En fait, on vendait dans les AMAP localement et puis j'étais tout seul sur l'exploitation. Et puis grâce au projet qu'on a eu avec la SAFER de prendre un bâtiment qui fait presque un demi-hectare, on a pu s'installer nous, constituer une équipe jusqu'à 10 personnes maintenant et aussi en parallèle permettre à plein d'entrepreneurs agricoles de s'installer. Donc il y en a à peu près une dizaine aussi sur le site. On a un côté associatif qui est une sorte de pépinière agricole. Et puis après, on a Happy Happy qui est une entreprise, mais qui est aussi un collectif d'apiculteurs. On se développe à l'international, beaucoup en Afrique du Sud, à Hong Kong, à Taïwan et au Maroc. Et puis ici, on produit à peu près 50 tonnes de miel. On est une des plus grosses exploitations françaises. Donc du coup, notre vie, elle a un peu changé. Le TIGA est un appel national à manifestation d'intérêt, lancé en 2018 par l'État pour financer des territoires innovants de grande ambition, avec l'intervention de la Banque des Territoires. Le programme Sésame, présenté par Cœur d'Essonne Agglomération, fait partie des projets lauréats. Et il s'agit du seul projet retenu visant la transition agricole et alimentaire. Le TIGA, c'est une alliance entre les grands acteurs du monde agricole. Le premier, c'est la Chambre d'agriculture. Voilà, sans la Chambre d'agriculture, il n'y a pas de projet TIGA. Le deuxième, c'est la SAFER, dont le métier, finalement, c'est de s'occuper à la fois des terres agricoles, de la transmission agricole. Et donc, nous, on a très vite compris que, de toute façon, une agglomération comme la nôtre n'était pas en capacité de gérer cette problématique de la transmission et de l'identification des terres à transmettre, mais surtout aussi des relations qu'on a avec le monde agricole. En fait, la réussite qu'on a aujourd'hui, c'est parce que la SAFER a décidé de mettre finalement les moyens, avec un personnel, une équipe dédiée, et puis a pris, je dirais, le taureau par les cornes. Parce que si la SAFER s'était juste contentée de ce qu'elle fait ordinairement, c'est-à-dire on prévient les communes, il y a des terres qui vont être à vendre ou qui vont passer d'une main à l'autre, est-ce qu'on préempte, est-ce qu'on ne préempte pas? Ça, c'est le travail, je dirais, habituel de la SAFER. Là, la cellule foncière qui a été mise en place par la SAFER chez nous, elle a permis justement de ne pratiquement pas louper d'opportunités de réintroduire des agriculteurs sur notre territoire. Et ça, c'est vraiment l'outil novateur, parce qu'on a tous compris que c'est grâce à la cellule foncière de la SAFER qu'on atteint nos objectifs. Je pense que le métier d'agriculteur a besoin de reconnaissance pour justement retrouver un vivier de jeunes agriculteurs. Une reconnaissance déjà par le métier, une reconnaissance économique du métier. On ne peut pas installer sans des projets durables. Et aujourd'hui, tout le monde est un peu dans le flou parce que l'économie est compliquée. Il y a une vraie question aujourd'hui qui est posée, qui est centrale, c'est le revenu des agriculteurs. Et tant qu'on n'aura pas réussi à régler cette question des revenus des agriculteurs, on ira devant des crises successives. Pour des gens qui aujourd'hui sont presque probablement les seuls en France à travailler 80 à 90 heures, avec des revenus qui sont souvent inférieurs au SMIC. Il y a donc une équation qui ne marche pas, qui ne peut plus marcher. C'est fini. Les jeunes, surtout si on veut faire revenir des jeunes
Donc, il faut retravailler ce modèle agricole dans un modèle qui soit plus vertueux du point de vue durable et environnemental, mais aussi plus vertueux du point de vue économique et social, parce qu'encore une fois, les agriculteurs, c'est eux qui aménagent le territoire. Si on a des champs qui ne sont pas exploités, ça devient très vite en déshérence, et puis finalement, l'idée vient aux uns et aux autres de bétonner, de construire, etc. Et ça fait aussi partie de la biodiversité que d'avoir des agriculteurs dans nos champs. Un message à passer, que ce soit les politiques ou les gens de la SAFER, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va changer et qui change déjà. Votre rôle à vous, c'est d'avoir énormément de courage. Parce que ce qu'on faisait avant, ça ne va plus marcher. Et du coup, vous devez avoir le courage d'affronter le changement. Vous allez vous tromper, mais vous allez aussi réussir. Et pour ça, c'est important, parce que si vous n'avez pas de courage, l'agriculture française, elle va être dans une situation très compliquée. Tel est le contexte dans lequel la SAFER de l'Île-de-France intervient. Celui d'une région où les espaces agricoles et naturels subissent la pression d'une agglomération de 12 millions d'habitants, mais qui s'engage résolument sur la voie de la sobriété foncière. Qu'il s'agisse de veille et de maîtrise foncière, d'animation et de stratégie territoriale, de réaménagement et de renaturation de terrains dégradés en tant que maître d'ouvrage, ou encore de compensation collectives agricoles et environnementales, ce sont toujours les mêmes missions que la SAFER poursuit. Protéger durablement les espaces agricoles et naturels pour y maintenir une agriculture vivante.